Et si tout ce que vous avez vécu n'était pas arrivé à vous, mais par vous, et si chaque rencontre, chaque épreuve, chaque moment de joie ou de perte était une manière subtile de la vie de se découvrir à travers votre regard. Carl Jung, après des années d'observation de l'âme humaine, en est venu à une compréhension bouleversante. La vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui se manifeste comme vous. La conscience ne subit pas le monde, elle l'exprime. C'est un renversement radical et pourtant profondément libérateur. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes de petits êtres face à un monde immense, victimes des circonstances, du destin ou des autres. Mais Jung voit autre chose. La vie, telle une rivière profonde, se fraye un chemin à travers chaque individu, chaque psyché, chaque histoire. Autrement dit, vous n'êtes pas en train de vivre la vie. C'est la vie qui se vit à travers vous. Ce que vous percevez comme extérieur, une dispute, une opportunité, une maladie, une coïncidence bouleversante, n'est peut-être que le reflet d'un mouvement intérieur plus vaste, souvent inconscient, qui cherche à émerger. Jung ne parle pas ici d'un fatalisme mystique, mais d'un lien profond entre l'intérieur et l'extérieur, entre la psyché et le monde. Il disait « Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin ». Cela signifie que ce que nous n'avons pas encore vu en nous-mêmes, la vie nous le montrera à travers les événements. Ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie invisible, un langage symbolique que la vie emploie pour que nous puissions enfin nous voir tels que nous sommes, au-delà des masques, au-delà des rôles. Imaginez un instant que chaque expérience est un miroir, pas un miroir ordinaire, mais un miroir vivant, qui vous reflète non seulement ce que vous croyez être, mais aussi ce que vous avez oublié, nié, réprimé, et même ce que vous êtes encore en train de devenir. Dans cette perspective, la vie n'est plus un enchaînement d'événements sans queue ni tête. Elle devient un processus psychologique cohérent, profond, intelligent. Un processus qui utilise vos relations, vos échecs, vos élans et vos douleurs pour éveiller votre conscience. C'est une révélation dérangeante, car elle nous rend responsables. Non pas coupables, mais responsables de regarder à l'intérieur avec honnêteté, avec courage. Car si tout ce qui arrive parle de nous, alors fuir la vie revient à fuir soi-même. Ce que Jung nous propose ici, c'est une nouvelle posture existentielle. Ne plus se vivre comme une feuille ballottée par le vent, mais comme un être en chemin, traversé par une force plus vaste, plus profonde, qui cherche à se connaître à travers nous. Et cette force, c'est la conscience. Pourquoi vivons-nous ce que nous vivons? Pourquoi certains schémas se répètent? Pourquoi certaines douleurs reviennent, parfois après des années? Pour Jung, la réponse est à la fois simple et vertigineuse. Tout ce que nous vivons a un seul but, rendre l'inconscient conscient. Chaque épreuve, chaque déclencheur émotionnel, chaque rencontre marquante n'est pas un hasard, mais un message de l'inconscient. Pas un message rationnel, évident, mais un langage symbolique, subtil, qui demande d'être écouté avec une oreille intérieure. Le traumatisme que vous avez enfoui, la peur qui vous paralyse, le schéma relationnel qui semble vous échapper. Tout cela ne vient pas pour vous détruire. Cela vient vous parler. L'inconscient n'est pas notre ennemi. Il est une partie de nous qui n'a pas encore été regardée, aimée, reconnue. Et tant que cette partie reste dans l'ombre, elle agit dans notre vie, sans notre accord, sans notre compréhension. Jung voyait l'inconscient comme un réservoir d'énergie, mais aussi de connaissances. Et lorsque l'inconscient cherche à émerger, il le fait souvent à travers la crise. Ce n'est pas parce que la vie est chaotique, c'est parce que la conscience grandit par contraste. Elle s'élargit en traversant ce qui semble la menacer. Un homme qui perd soudain son emploi et sombre dans une profonde remise en question peut croire que tout s'effondre. Mais en réalité, quelque chose en lui s'éveille. Peut-être une part qu'il avait négligée, un rêve abandonné, un besoin plus profond de sens. Ce qui semble échec est souvent initiation. De même, une femme qui répète des relations toxiques n'est pas en train de choisir mal, elle est poussée. Parfois, malgré elle, à voir un vieux scénario, une blessure originelle, un manque d'amour-propre. Et c'est seulement lorsqu'elle prend conscience de cette trame inconsciente qu'elle peut la transformer. Ce processus n'a rien d'intellectuel. Il est vivant. La vie ne vous donne pas des leçons au tableau noir. Elle vous les donne dans la chair, dans l'émotion, dans les ruptures et les élans du quotidien. Et chaque fois que vous reconnaissez une projection, une peur, une partie de vous que vous ignoriez, vous faites un pas de plus vers la liberté intérieure. Jung ne croyait pas à un univers arbitraire. Pour lui, la vie est une mise en scène symbolique,
orchestrée par la psyché elle-même, pour éveiller l'être à sa propre profondeur. Tout ce qui n'est pas conscient en vous devient un décor, jusqu'à ce que vous le reconnaissiez comme une partie de vous. Et quand vous le faites, la vie ne change pas nécessairement à l'extérieur, mais vous changez et cela change tout. Il y a en vous deux forces. L'une cherche la sécurité, la stabilité, le connu. L'autre, plus vaste, cherche la vérité, l'élargissement, la totalité. La première, Jung l'appelle l'ego, cette identité consciente que nous construisons, souvent pour nous adapter, pour plaire, pour survivre. La seconde, il la nomme le soi, la totalité de ce que vous êtes, visible et invisible, conscient et inconscient. Et entre les deux, il y a tension. Mais ce n'est pas une tension pathologique, c'est une tension créatrice. L'ego veut continuer à fonctionner selon ses habitudes, ses certitudes, ses protections. Mais le soi, lui, ne se satisfait pas du confort. Il pousse, il tire, il fracture parfois, non pas pour détruire l'ego, mais pour l'élargir, pour le rendre plus perméable à la totalité de l'être. Chaque crise existentielle, chaque perte, chaque moment où tout s'écroule dans votre vie, est souvent un mouvement du soi. Ce n'est pas une punition, c'est un appel intérieur, une poussée vers l'intégration de ce qui a été mis de côté. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que leur vie s'effondre. Mais ce n'est pas leur vie qui s'effondre, c'est leur personnage. C'est l'image qu'ils avaient construite, parfois depuis l'enfance pour survivre dans le monde. Et cette image ne suffit plus. Le soi réclame plus de vérité, plus d'authenticité, plus de totalité. La fameuse crise de la quarantaine, par exemple, n'est pas qu'un cliché. C'est souvent le moment où l'ego, fort performant, socialement établi, commence à vaciller. Pourquoi? Parce que le soi frappe à la porte. Il veut être entendu. Il veut que la personne arrête de vivre contre elle-même et commence à vivre depuis elle-même. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin par lequel l'individu devient ce qu'il est véritablement, en intégrant ce qu'il avait rejeté, nié, oublié. C'est un chemin douloureux, oui, mais c'est un chemin vivant. Et surtout, c'est un chemin nécessaire. Le conflit entre ego et soi n'est pas un échec, c'est le moteur de la conscience. Sans tension, il n'y a pas de croissance. Sans confrontation, pas de transformation. Ce que vous ressentez comme une crise peut être le commencement d'une métamorphose. Et si vous acceptez d'écouter, non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme, vous entendrez peut-être cette vérité profonde. La vie ne vous sabote pas. Elle vous réveille. Vous croyez vivre des faits, mais en réalité, vous vivez des histoires. Pas des histoires conscientes, choisies ou rédigées volontairement. Des histoires anciennes, invisibles, tissées dans les profondeurs de l'inconscient. Des mythes personnels. Et souvent, ce n'est pas vous qui vivez la vie. C'est votre histoire qui vous vit. Jung a compris que l'être humain ne réagit pas simplement aux événements. Il réagit aux interprétations profondes qu'il en fait, souvent sans s'en rendre compte. Certains vivent comme des victimes. Tout est contre eux. Le monde est injuste. Ils attendent un sauveur. D'autres comme des martyrs. Ils donnent tout, se sacrifient, mais finissent amers. D'autres encore vivent en quête constante, toujours à la recherche d'un ailleurs, sans jamais s'installer en eux-mêmes. Ces récits intérieurs ne sont pas des défauts. Ce sont des structures mythologiques, enracinées dans l'âme humaine, que Jung a retrouvées dans toutes les cultures. L'héroïne, l'enfant blessé, le sage, l'ombre, le père absent, la grande-mère. Et ces figures ne sont pas que dans les contes. Elles vivent en vous. Le problème, c'est que tant que vous ignorez le mythe qui vous habite, il vous dirige à votre insu. Vous répétez des situations. Vous choisissez inconsciemment les mêmes relations. Vous fuyez ce qui pourrait vraiment vous libérer. Et vous appelez cela moi, mais ce n'est pas vous. C'est le scénario qui se joue à travers vous. Et vous ne pourrez changer votre vie tant que vous ne verrez pas la trame invisible de cette histoire. Jung le savait. La transformation ne commence pas en changeant ce que vous faites. Elle commence quand vous prenez conscience de l'histoire que vous êtes en train de rejouer. Il racontait le cas d'un patient qui avait vécu plusieurs abandons dans sa vie. Un père absent, des relations brisées, une solitude profonde. Cet homme croyait qu'il avait la malchance d'être toujours abandonné. Mais en travaillant avec Jung, il découvrit qu'il portait en lui le mythe de l'enfant rejeté et qu'il choisissait inconsciemment des situations qui validaient ce récit. Ce n'est qu'en reconnaissant cette trame qu'il put enfin en sortir, non pas en niant son histoire, mais en éveillant sa conscience à l'intérieur d'elle.
Et c'est là le pouvoir le plus profond que nous ayons. Ne pas fuir notre récit, mais nous éveiller en son sein. Vous n'avez pas besoin d'échapper à votre histoire. Vous avez besoin de vous y réveiller. Et à ce moment-là, quelque chose de miraculeux se produit. Vous cessez d'être un personnage piégé dans un mythe, et vous devenez l'auteur lucide de votre propre destinée. Il y a en vous quelque chose de plus vaste que ce que vous croyez être, quelque chose qui ne cherche pas la perfection, mais la totalité. Pas un idéal inaccessible, mais une réconciliation intérieure. C'est cela pour Jung, le but réel de la vie psychique. L'individuation. L'individuation n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas se transformer en une version parfaite de soi-même. C'est devenir pleinement soi, avec ses contradictions, ses blessures, ses forces cachées. C'est s'intégrer plutôt que s'améliorer. Le chemin de l'individuation suit un arc universel, que chacun vit à sa manière. Et même si les formes extérieures diffèrent, la structure intérieure est souvent la même. La construction de l'ego. Dans les premières décennies de la vie, nous apprenons à nous adapter. Nous nous identifions à un rôle, à une fonction, à un moi acceptable par la société. C'est une étape nécessaire. L'ego se forme, se consolide. Il nous permet d'agir dans le monde. Mais il finit par montrer ses limites, la crise du modèle. Un jour, souvent vers la mi-vie, ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Le masque social devient trop étroit. Une perte, une maladie, une rupture, ou simplement un vide intérieur. Quelque chose craque. C'est douloureux, mais essentiel, car ce craquement ouvre une brèche vers l'inconscient. La rencontre avec l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé. Ce que nous n'avons pas voulu voir en nous. La peur, la colère, le désir, le besoin d'amour, la vulnérabilité. Mais aussi, parfois, nos plus grandes forces inexploitées. Rencontrer son ombre ne signifie pas devenir obscur. Cela signifie devenir entier. L'intégration des polarités intérieures, anima, animus. En chacun de nous vit une dimension féminine, anima, et masculine, animus, quelle que soit notre identité ou orientation. L'union intérieure de ces forces opposées permet de retrouver une autonomie affective, une richesse symbolique, une sagesse plus complète. Ce travail d'intégration libère des dépendances, des projections, des illusions romantiques. L'émergence du soi, ce n'est pas un moment spectaculaire, c'est une lente cristallisation, une paix subtile qui naît de l'alignement. Vous n'êtes plus en guerre contre vous-même. Vous n'avez plus besoin de prouver, de fuir, de masquer. Vous devenez un être relié à l'intérieur, et cela transforme tout. Chaque relation que vous avez eue, chaque douleur que vous avez traversée, chaque victoire, chaque solitude, tout cela faisait partie de ce scénario d'éveil. La vie, dans cette perspective, n'est pas là pour que vous soyez heureux au sens superficiel, elle est là pour que vous soyez entier. Et l'unité intérieure ne se trouve pas en rejetant certaines parts de soi, mais en les intégrant avec lucidité et amour. L'individuation n'est pas un luxe spirituel, c'est le cœur même du chemin humain. Et si vous n'étiez pas simplement un individu traversant la vie, mais un point unique à travers lequel la conscience universelle fait l'expérience d'elle-même, pour Jung, l'être humain n'est pas séparé du tout. Il est une expression locale du cosmos, une incarnation passagère de l'infini qui cherche à se connaître. Autrement dit, vous ne possédez pas la conscience, vous êtes conscience. Et cette conscience ne se limite pas à votre nom, à votre histoire, à votre nationalité. Elle est bien plus vaste que cela. Elle se manifeste à travers vous, mais elle vous dépasse. Les émotions que vous traversez, la peur, l'amour, la colère, la joie, la perte, ne sont pas des accidents psychiques. Elles sont des fenêtres sur l'absolu. Elles sont des instruments par lesquels l'univers se ressent, se questionne, se transforme. La douleur n'est pas une erreur. La mort n'est pas une fin absurde. L'amour n'est pas seulement biologique. Chaque fragment d'expérience humaine contient une vérité sur l'être. Et même ce que vous appelez ego, cette construction limitée et souvent rigide, a un rôle essentiel. Il est la lentille nécessaire pour que l'infini puisse se percevoir en détail. Sans ego, pas de point de vue. Et sans point de vue, pas d'expérience. Mais le piège, c'est de croire que l'ego est tout ce que vous êtes, de vous identifier à la surface et d'oublier l'océan. Jung disait que derrière l'individu existe un fond archétypal, une source commune à tous les êtres, et que chaque vie humaine est une tentative unique de l'univers de se comprendre à travers une forme particulière. Cela rend votre vie sacrée, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est irremplaçable. Personne d'autre ne peut vivre ce que vous vivez.
Personne ne peut ressentir, aimer, chuter, se relever exactement comme vous. Vous êtes une expérience vivante de... Il arrive un moment, dans le cheminement intérieur, où la question change. On ne demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Que cherche la vie à expérimenter à travers cela ?» C'est un basculement subtil, mais radical. On cesse de voir les événements comme des agressions extérieures, et on commence à les voir comme des invitations du processus vivant en soi. Car c'est cela, au fond, que Jung a compris. La vie n'est pas un problème à résoudre, ni une réussite à atteindre. La vie est un processus, un devenir, un mouvement intelligent et mystérieux vers l'unité intérieure. Et ce processus, vous n'êtes pas censé le contrôler. Vous êtes appelé à le habiter pleinement. C'est là que tout change. Vous n'avez plus besoin de fuir ce que vous ressentez. Vous n'avez plus besoin d'expliquer chaque étape avec logique. Vous commencez à vivre avec présence, avec courage, avec une écoute sincère de ce qui vous traverse. Et dans cette posture, même la douleur devient féconde. Même l'incertitude devient un lieu d'éveil. Même les pertes se chargent de sens. Vivre comme le processus lui-même, c'est cesser de se battre contre la vie. C'est arrêter de demander une vie différente, un passé différent, un autre soi. C'est dire « me voici, tel que je suis, incomplet mais vivant, blessé mais vrai ». Ce n'est pas une résignation, c'est une acceptation active, une manière d'honorer ce que la conscience cherche à vivre à travers vous. Et c'est souvent dans cette posture de présence que les vraies transformations surgissent. Pas dans l'effort de contrôle, mais dans l'abandon lucide. Pas dans le masque, mais dans la vérité nue de l'instant. Alors oui, il y aura encore des doutes. Oui, des jours plus sombres que d'autres. Mais même cela fait partie du mouvement. Même cela est inclus dans l'œuvre. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes le chemin lui-même. Un chemin que la vie a choisi pour se connaître. Pas dans la perfection, mais dans la profondeur. Et chaque pas que vous faites en conscience éclaire non seulement votre propre route, mais celle de tous les êtres. Et si au fond rien n'avait besoin d'être corrigé, mais seulement compris, et si la vie n'était pas un chaos à fuir, mais un langage à décoder, un processus vivant tissé d'intelligence et de nécessité qui vous appelle à la conscience, pas à la perfection, Carl Jung ne nous a pas laissé une méthode rapide, ni une recette pour réussir sa vie. Il nous a offert une carte intérieure, un éclairage pour ceux qui sentent que derrière les apparences, derrière les échecs et les répétitions, quelque chose de plus vaste est à l'œuvre. Voici ce que nous avons vu. Vous n'êtes pas en train de vivre la vie. La vie se vit à travers vous. Chaque événement est une manifestation symbolique de l'inconscient qui cherche à devenir visible. Le but profond de toute expérience est de rendre l'inconscient conscient. C'est le cœur du travail intérieur. Reconnaître ce qui agit en vous sans que vous le sachiez. Le conflit entre l'ego et le soi est inévitable et fertile. Ce n'est pas une erreur, mais un moteur d'évolution. La crise n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous ne vivez pas des faits, vous vivez des histoires. Ces récits inconscients orientent vos choix, vos relations, vos peurs, mais vous pouvez vous en libérer en les rendant conscients. L'individuation est le voyage vers l'unité, un chemin de réintégration de soi, de réconciliation avec ses polarités, de maturation profonde, un chemin vers l'être entier. Vous êtes conscience, une forme unique par laquelle l'univers fait l'expérience de lui-même. Votre vie est sacrée non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est unique, irremplaçable. Vivre, c'est s'unir au processus. Ce n'est pas comprendre tout, c'est marcher en conscience, accueillir ce qui est là, se rendre disponible à la vie, même dans l'inconfort. Conseils pratiques pour vivre en conscience. Écoutez vos réactions émotionnelles. Elles sont des messagers. Chaque colère, chaque peur, chaque tristesse contient une clé. Ne les fuyez pas. Approchez-les avec curiosité. Tenez un journal symbolique. Notez les événements marquants, les rêves, les coïncidences. Cherchez les motifs, les archétypes, les répétitions. L'inconscient parle en symboles. Ne cherchez pas à éliminer le conflit intérieur. Cherchez à le comprendre. Ce que vous rejetez en vous-même contient souvent l'énergie que vous cherchez. Laissez mourir ce qui ne vous correspond plus. Il n'y a pas de renaissance sans perte. Chaque identité figée que vous laissez tomber ouvre l'espace pour une forme plus vraie de vous-même. Ne croyez pas que vous êtes en retard. Le chemin de l'âme n'obéit pas au temps linéaire. Ce que vous vivez maintenant est exactement ce que vous avez à vivre. Le processus est déjà en marche. Vous n'avez rien à forcer, seulement à rester présent, à honorer le mystère et à accueillir la transformation intérieure comme un acte sacré. Car, au fond,
Vous n'êtes pas ici pour comprendre la vie. Vous êtes ici pour l'incarner pleinement.